L'Europe fume encore. Les gares sont pleines de valises usées, de visages creusés, de gens qui rentrent, sans vraiment savoir à quoi ils rentrent. Parmi eux, Thomas O'Connor descend d'un train aux couleurs défraîchies. Uniforme trop large, regard perdu quelque part entre le front et le quai. Il pensait que la fin de la guerre serait synonyme de paix. Il va découvrir que ce n'est que le début d'un autre combat. Chez lui, ce ne sont pas les bombes qui tombent, mais les factures. Factures médicales pour des blessures qui ne se voient même pas loyer en retard. Placard à moitié vide. Sa famille ne tient plus que grâce à la générosité des voisins et de quelques associations. La guerre lui a laissé une médaille, mais pas de travail. Pas de diplôme, pas de capital, pas de filet de sécurité. Juste un uniforme qui n'ouvre aucune porte. Pendant des mois, Thomas erre de bureau en bureau, de promesse en promesse. On lui parle de reconstruction, de nouveau départ. Mais sur la table de la cuisine, les chiffres ne mentent pas, les dettes s'empilent plus vite que les opportunités. Alors, une nuit, face à un carnet rempli de montants en rouge, Thomas réalise quelque chose de troublant. La seule chose que la guerre lui a vraiment apprise, c'est à évaluer le risque. Sur le front, c'était une question de vie ou de mort. Aujourd'hui, c'est une question de survie financière. Et si cette compétence-là pouvait encore sauver des vies? Non plus sur un champ de bataille, mais dans les salons, les petites boutiques, les ateliers au bord de la faillite. Dans cette histoire, vous allez découvrir comment un soldat brisé a transformé la logique de la guerre en une méthode financière simple, presque brutale dans sa clarté. Toujours penser survie avant profit. Pas de promesse de richesse facile. Pas de coup de chance. Juste des décisions lucides, répétées avec discipline. Avant de plonger dans le parcours de Thomas, j'ai une question pour vous. Aujourd'hui, quelle est votre plus grande difficulté financière? Si ce récit résonne déjà un peu avec votre réalité, restez avec moi. Abonnez-vous pour suivre chaque épisode de cette transformation, pas à pas. Parce que derrière l'histoire de Thomas, c'est peut-être la vôtre qui est en train de commencer. La fumée de la guerre s'était dissipée, mais pour Thomas O'Connor, le véritable champ de bataille ne faisait que commencer. Il se tenait au milieu du petit salon humide de la maison familiale, l'uniforme encore dans une vieille valise, les décorations militaires rangées au fond d'un tiroir. Sur la table, une pile de factures, une lettre de l'hôpital, un avis de retard de loyer. Sa mère, les mains abîmées par le travail, évitait son regard. Son père, silencieux, triturait son béret usé. Thomas avait traversé les bombardements, les nuits glacées dans les tranchées, le bruit sourd de l'artillerie, pour finalement revenir dans une autre forme de chaos, celui d'une Europe ruinée, où les usines tournaient au ralenti et où les promesses faites aux soldats à leur départ au front se perdaient dans la bureaucratie. Il croyait que la paix apporterait la stabilité. Elle avait apporté l'incertitude. Les jours suivants, il chercha du travail. Des files interminables devant les bureaux d'embauche, des dizaines d'hommes avec le même regard fatigué, les mêmes cicatrices invisibles. À chaque refus, une pensée revenait, insistante, sur le front, au moins, je savais quoi faire pour survivre. Ici, je n'ai aucune arme. Une soirée, alors que son père examinait encore une facture médicale sans savoir comment la payer, Thomas eut un déclic. Pendant la guerre, il avait appris à lire une carte en quelques secondes, à anticiper un tir ennemi, à comprendre où se cachait le vrai danger. Il vivait constamment avec une question en tête, comment survivre au prochain pas? Et s'il appliquait cette même logique à l'argent? Non pas pour s'enrichir, mais simplement pour éviter que sa famille ne coule. Il prit toutes les factures, les étala sur la table, comme autrefois les rapports de mission. Il commença à les classer, à calculer, à prioriser. Ce soir-là, dans un petit salon froid d'Angleterre, un ancien soldat fit un premier choix décisif, traiter les finances comme un champ de bataille où la survie passe avant le gain. Et vous, si vous regardiez vos finances comme une mission de survie, qu'est-ce que vous changeriez en premier? Si cette histoire résonne avec ce que vous vivez, restez avec moi. La suite va vous montrer, pas à pas, comment Thomas a transformé cette idée en véritable stratégie. Thomas s'assoit au bord du lit, dans cette petite chambre humide de Londres. Les murs sont encore noircis par les coupures d'électricité, et le froid s'infiltre par les fenêtres mal isolées. Il tient dans sa main une lettre chiffonnée de l'hôpital, une nouvelle facture. Plus élevée que la précédente. Sa femme dort encore, épuisée. Ses deux enfants sont entassés dans la même couverture, respirant fort, innocents au chaos qui les entoure. Thomas fixe la lettre, puis ses mains. Ces mêmes mains qui, 2 ans plus tôt, chargeaient un fusil.
Aujourd'hui, elles ne tiennent plus que des factures. Pendant des semaines, il enchaîne les petits boulots, décharger des caisses au port, porter des sacs de charbon, réparer des toits pour quelques pièces. Mais à chaque fin de mois, la même réalité, les chiffres ne ferment pas l'équation. La guerre est finie pour l'Europe, pas pour lui. Un soir, à la lueur d'une lampe à pétrole, il étale tout sur la table, facture, ticket de rationnement, emprunt et un vieux carnet de notes qu'il gardait au front. Dans ce carnet, des croquis, des plans, des calculs de probabilité. Des colonnes, des chiffres, des scénarios. C'était son outil pour anticiper les attaques, répartir les munitions, décider, avancer ou se replier. Il tourne les pages lentement, puis s'arrête. Et si la seule chose qui lui restait, était précisément ce que le monde autour de lui n'avait plus, la capacité de regarder le danger en face sans paniquer, sans rêver, sans mentir. Ce soir-là, il prend une décision silencieuse, s'il ne peut pas gagner plus, il va d'abord arrêter de perdre. Comme sur le champ de bataille. Il commence par sa propre maison, il liste chaque dépense comme on liste chaque soldat avant une mission. Il barre, réduit, réorganise. Il teste, ajuste, recommence. Pas pour devenir riche. Juste pour survivre au mois suivant. Et c'est dans cette petite cuisine glaciale, entourée de papier jauni et de dettes, que naît, sans qu'il le sache, son principe central, survivre d'abord. Le reste viendra après. Dis-moi, aujourd'hui, dans ta vie financière, c'est quoi ta bataille du mois? Celle qui revient toujours, quoi que tu fasses. Si cette histoire résonne avec toi, reste avec moi. Dans les prochains épisodes, tu verras comment Thomas va transformer cette première prise de conscience en méthode, et comment tu peux toi aussi t'en inspirer. Ce fut un matin gris de 1947 que tout bascula pour Thomas. Il était assis à la table branlante de la cuisine, une pile de factures devant lui. Le silence était seulement brisé par le tic-tac obstiné de l'horloge et la toux sèche de son père dans la pièce d'à côté. Il prit la dernière lettre, astérisque, notification finale avant poursuite. Astérisque, il l'a relu 3 fois. Les mots dansaient, mais une phrase restait nette, astérisque, vous avez 14 jours. Astérisque. 14 jours. Thomas reposa le papier, les mains tremblantes. Sur le front, quand on lui disait 14 jours, ça voulait dire tenir la position jusqu'au prochain ravitaillement. Ici, cela signifiait tenir avant l'effondrement. Ce fut là qu'une idée, d'abord floue, commença à prendre forme. Il repensa à une nuit en Normandie. Les obus tombaient si près que la terre vibrait sous les bottes. L'officier criait des ordres contradictoires. Pourtant, une règle restait claire dans la tête de Thomas, astérisque, d'abord survivre à la prochaine heure. Le reste, on verra après. Astérisque. Il leva les yeux vers la fenêtre sale. Et si l'argent, c'était la même chose? Et si, au lieu de chercher à gagner plus, il apprenait d'abord à ne pas se faire tuer par les factures, les dettes, les mauvaises décisions? Ce jour-là, il sortit un vieux cahier militaire. Sur la couverture, encore taché de boue séchée, il écrivit astérisque, astérisque, règle numéro 1, survie avant profit, astérisque, astérisque. Il commença à dresser des colonnes comme on organise une opération, ce qui doit absolument être payé pour survivre ce mois-ci. Ce qui peut être retardé. Ce qui doit être abandonné, comme on abandonne une position impossible à tenir. À mesure qu'il traçait les lignes, sa respiration se calmait. Il ne devenait pas riche. Mais, pour la première fois depuis des mois, il reprenait le contrôle. Ce principe, né dans une petite cuisine froide, allait bientôt sauver bien plus que son propre foyer. Et vous, si vous appliquiez cette logique, survie avant profit à vos finances, qu'est-ce que vous changeriez en premier? Dites-le moi en commentaire, je lis tout. Si cette histoire résonne avec ce que vous vivez en ce moment, restez avec moi, la suite vous montrera comment Thomas a transformé ce simple cahier en véritable bouclier financier. Les années passent, et pourtant, quelque chose cloche. Thomas a désormais une petite liste de familles et de commerçants qu'il conseille. On vient le voir pour régler des chiffres. Mais lui voit autre chose, des vies en équilibre précaire. Un soir d'hiver, dans une arrière-salle de pub, il étale des cahiers sur la table. Devant lui, il y a Hélène et Georges, propriétaires d'une boulangerie au bord du gouffre. Le froid s'infiltre par les fenêtres, mais la sueur perle sur le front de Georges. Si on augmente les prix, les gens iront chez le concurrent, dit Georges. Si vous ne faites rien, vous n'aurez plus de boulangerie du tout, répond Thomas calmement.
Il trace 2 colonnes, survie et profit. Dans la colonne survie, il note réduire les horaires, négocier le loyer, supprimer les produits qui rapportent peu. Dans la colonne profit, il écrit nouveau gâteau, plus de pubs, expansion. Puis il pousse le cahier vers eux. Tant que cette colonne, il pointe, survie, n'est pas protégée, vous n'avez pas le droit de penser à celle-ci. Hélène fronce les sourcils. Mais si on fait ça, on ne gagnera presque rien. Peut-être pas au début, répond Thomas. Mais vous resterez ouvert. Sur le front, on ne gagnait rien non plus en reculant de quelques mètres. On gagnait seulement ceci, une nuit de plus en vie. Silence. Ce soir-là, ils repartent avec un plan qui ne promet pas de miracle, seulement d'éviter la mort lente de leur commerce. Quelques mois plus tard, la boulangerie est toujours là. Pas prospère. Pas brillante. Vivante. C'est à ce moment-là que Thomas comprend, sa vraie expertise n'est pas de faire gagner de l'argent, mais d'empêcher les gens de tout perdre. Il commence alors à poser la même question à chaque nouveau client. Si tout s'écroulait demain, qu'est-ce que vous devez absolument protéger? Votre toit? Votre santé? L'éducation de vos enfants? Et seulement après, il parle d'épargne, d'investissement, d'opportunité. Il est loin du soldat terrorisé dans les tranchées, mais au fond, il fait la même chose, repérer les lignes à ne jamais franchir, les positions à ne jamais abandonner. Et vous, si vous deviez écrire votre colonne « Survie » aujourd'hui, qui mettriez-vous en premier? Si cette façon de voir l'argent vous parle, prenez un instant pour l'IKER, répondez à la question. Et abonnez-vous pour découvrir la suite de l'histoire de Thomas et apprendre à bâtir vos propres lignes de défense financière. Thomas n'avait jamais remis les pieds dans une usine depuis la guerre. L'odeur de métal brûlé lui rappelait trop certaines nuits sous les bombardements. Mais ce matin-là, il traversa les grandes portes d'un atelier de textile, invité par un certain monsieur Gallagher, patron au bord de la faillite. Les machines tournaient encore, mais à moitié. Certains métiers à tisser étaient silencieux, recouverts d'une fine poussière. Des ouvrières, épaules voûtées, travaillaient sans parler. Sur une table, des factures ouvertes attendaient comme autant de condamnations. « Vous êtes le soldat qui sauve les magasins, c'est ça ?» demanda Gallagher avec un sourire fatigué. Thomas ne sourit pas. Il n'aimait ni le mot « sauveur » ni les regards d'espoir absolu. « Non. Je ne sauve personne », répondit-il calmement. « J'aide à voir les risques que vous refusez de regarder. » Ils s'installèrent dans un petit bureau vitré, au fond de l'atelier. Gallagher lui montra les comptes, commandes en baisse, stock qui s'accumule, emprunt trop cher, fournisseur impatient. Thomas écouta en silence, traçant des lignes imaginaires entre les chiffres comme s'il observait une carte militaire. Pendant un instant, il revit les cartes d'état-major, lignes de front, zones minées, couloirs possibles de retraite. Il posa enfin son crayon. « Votre problème, ce n'est pas le manque de clients, dit-il. C'est que vous avez organisé votre usine comme si la guerre économique était déjà gagnée. » Gallagher fronça les sourcils. « Vous produisez comme avant-guerre, avec les mêmes volumes, les mêmes coûts, mais le monde a changé. Vous avancez en terrain découvert, sans abri, en espérant que personne ne vous tire dessus. » Il marqua une pause. « Première règle, on ne cherche pas le profit maximum quand on est sous le feu. On cherche d'abord à ne pas mourir. » Il proposa alors quelque chose de brutal, fermer temporairement une partie de l'atelier, renégocier certains contrats en sacrifiant une partie du bénéfice, vendre du stock à perte pour récupérer du cash. « Je vais perdre de l'argent, » gronda Gallagher. « Non, vous achetez du temps, » répondit Thomas. « En guerre, le temps est plus précieux que les balles. En affaires, il est plus précieux que la marge. » Ce jour-là, Thomas comprit que sa méthode n'était pas faite pour séduire. Elle était faite pour durer. Et vous, si vous regardez honnêtement vos finances, essayez-vous encore de maximiser le profit, alors que vous n'avez pas encore sécurisé votre survie. Si ce genre d'histoire vous aide à voir votre argent autrement, restez avec moi. Les prochains chapitres iront encore plus loin dans cette logique de survie avant profit. Thomas se tenait devant le petit tableau noir de la salle paroissiale. Une douzaine de personnes étaient assises sur des chaises bancales, mères seules, anciens soldats, un boulanger au regard épuisé. Tous avaient la même chose en commun, des poches vides et la peur de demain. Il prit une craie, hésita un instant, puis écrivit 2 mots. Survivre d'abord. Pendant la guerre, dit-il calmement, on ne gagnait pas des batailles en étant courageux,
mais en restant en vie assez longtemps pour les terminer. Les regards se lèvent. Une femme au manteau élimé serre son sac contre elle. L'argent, c'est pareil. Avant de rêver d'être riche, il faut apprendre à ne pas couler. Il dessine 2 colonnes. À gauche, essentiel, à droite, tout le reste. Sur le front, on divisait tout en 2, ce qui augmentait nos chances de rentrer vivants, et le reste. Vos finances doivent obéir à la même logique. Il invite chacun à citer une dépense. Loyer. Essentiel. Chauffage. Essentiel. Nouvelles chaussures pour mon fils? Il marque un temps. Essentiel, si les anciennes sont trouées. Sinon. Tout le reste. Les gens sourient, gênés. Le boulanger lève la main. Et mes nouvelles vitrines, pour attirer plus de clients. Thomas réfléchit. Sur le front, on ne traversait jamais un champ ouvert sans savoir où on pouvait se mettre à couvert. Avez-vous un matelas de sécurité, ne serait-ce que pour un mois de dépenses essentielles? Le boulanger baisse les yeux. Non. Alors les vitrines attendront. On ne court pas à découvert tant qu'on n'a pas de plan de repli. Peu à peu, la salle s'apaise. La honte laisse place à une étrange forme de soulagement. On n'a plus besoin d'être malin ou chanceux. Il suffit de penser survie avant profit. En sortant, Thomas comprend qu'il n'aide pas seulement à rembourser des dettes, il apprend à ces gens à se comporter comme des soldats en territoire hostile. Un pas après l'autre. Une bonne décision répétée, jour après jour. Et vous, si vous deviez séparer aujourd'hui vos dépenses en « essentiel » et « tout le reste », à quoi ressembleraient vos 2 colonnes? Si cette idée de « survivre d'abord » vous parle, restez avec moi, dans la suite, on va pousser cette logique encore plus loin, pour que votre argent arrête de vous tirer dessus dans le dos. Thomas n'avait jamais aimé les grandes foules. Pourtant, ce soir-là, il se retrouvait face à une salle pleine à craquer. Des chaises dépareillées, des hommes en veston usés, des femmes serrant des carnets de comptes, des jeunes qui venaient plus par curiosité que par conviction. Sur le mur, une pancarte peinte à la main, réunion communautaire, comment ne plus vivre dans la peur de l'argent. Le responsable du comité le présenta maladroitement. Voici Thomas O'Connor, il a aidé plusieurs familles et commerces du quartier à éviter la faillite. Il va nous expliquer ce qu'il fait, exactement. Thomas monta sur scène sans costume, sans diapo, sans promesse de devenir riche en 30 jours. Juste son carnet râpé, le même qu'il portait dans sa poche pendant la guerre. Je ne suis ni banquier, ni économiste, commença-t-il. Je suis un ancien soldat. Et la seule chose que je sais vraiment faire, c'est évaluer le risque. Un léger murmure parcourut la salle. À la guerre, on n'attaquait jamais une colline sans demander « Combien d'hommes allons-nous perdre ?» Est-ce que l'objectif en vaut vraiment la peine? Il marqua une pause. Après la guerre, j'ai découvert que, dans la vie civile, personne ne se posait ces questions avec l'argent. Il prit une craie et dessina 2 colonnes sur un tableau, à gauche, survie. À droite, profit. La plupart d'entre vous, dit-il, ont été poussés vers la colonne profit. Investis ici, par là, fais ceci, tu pourrais gagner plus. Il frappa doucement le tableau du plat de la main. Mais en temps de guerre, on ne commence jamais par gagner plus de terrain. On commence par comment faire pour ne pas mourir aujourd'hui? Alors il raconta l'histoire d'un couple qui voulait investir alors qu'il ne pouvait même pas payer le loyer. D'un commerçant prêt à emprunter pour agrandir, alors qu'il n'avait aucun coussin de sécurité. J'ai fait avec eux ce que je faisais avec mes hommes, dit Thomas. On a tracé un plan pour survivre d'abord. Une fois à l'abri, là, seulement là, on a parlé de profit. Certaines personnes prenaient des notes frénétiquement. D'autres, silencieuses, avaient ce regard de ceux qui viennent de comprendre quelque chose de très simple, mais qu'on ne leur avait jamais dit. Si vous retenez une seule chose ce soir, conclut-il, retenez celle-ci, ne courez plus après le gain tant que vous n'êtes pas sûr de rester debout au prochain choc. Il reposa à craie. Si cela vous parle, prenez un moment en rentrant chez vous. Ouvrez vos comptes. Demandez-vous, où est-ce que je protège ma survie? Où est-ce que je poursuis seulement le profit? Il laissa flotter le silence, puis ajouta calmement, et vous, de quoi avez-vous le plus peur aujourd'hui avec votre argent? La prochaine facture imprévue. Perdre votre emploi? Un investissement qui tourne mal? Posez-le par écrit. C'est là que commence votre propre stratégie de survie.
Pour la première fois depuis longtemps, plusieurs personnes repartirent chez elles non pas avec des promesses de richesse, mais avec une nouvelle façon de voir leur choix. Si cette façon de penser résonne en vous, prenez le temps d'y réfléchir, relisez mentalement votre propre situation, et, si vous en avez envie, restez avec moi pour découvrir, dans le prochain épisode, comment Thomas transformera ce principe en une méthode que chacun pourra appliquer. Thomas referma doucement le carnet usé posé sur la table. Dehors, Londres a changé. Les vitrines se rallument, les tramways circulent, les journaux parlent de reconstruction et de croissance. Pourtant, dans son regard, une autre réalité demeure, celle des choix silencieux qui décident si une famille mange, si une petite entreprise survit un mois de plus. Ce soir-là, en quittant le bureau exigu qu'il partage avec un comptable, il repense à tout le chemin parcouru. Les tranchées. Le retour sans argent. Les lettres de relance. La honte de ne rien pouvoir offrir à sa famille. La guerre lui avait appris une règle brutale, sur le front, celui qui cherche la gloire finit souvent dans une tombe anonyme. Celui qui cherche à survivre, lui, a une chance de rentrer. Des années plus tard, il comprend que l'argent obéit à une logique similaire. Survie avant profit. Ce n'est ni un slogan, ni une belle phrase pour les journaux économiques. C'est une méthode. C'est la différence entre un père qui garde son toit malgré un licenciement, et un autre qui perd tout en courant après un gain rapide. C'est la différence entre une petite boulangerie qui réduit la voilure pour tenir l'hiver, et un propriétaire qui s'entête à emprunter encore, jusqu'à l'étouffement. Thomas ne promet jamais la richesse. Il promet quelque chose de plus rare, une chance réelle de ne pas tout perdre. Et peut-être que c'est là, silencieusement, que commence la vraie liberté financière, dans la capacité à encaisser les coups sans s'effondrer, à construire lentement, à refuser les mirages. Si cette histoire a résonné avec vous, prenez un instant, demandez-vous honnêtement, aujourd'hui, dans votre vie, ou poursuivez-vous encore le profit rapide au lieu de la survie intelligente? Et vous, concrètement, quelle est aujourd'hui votre plus grande difficulté financière? La peur des imprévus? Les dettes? L'impression de ne jamais réussir à avancer? Partagez-la en commentaire. Chaque histoire compte. La vôtre aussi. Et si vous voulez découvrir d'autres récits comme celui de Thomas, où la stratégie remplace la chance et où la survie devient enfin un choix conscient, abonnez-vous. Nous n'avons peut-être pas connu la guerre. Mais nous menons tous, à notre façon, une bataille avec l'argent.